Le débat de ce Smart Impact, on est évidemment toujours au Salon des maires et des collectivités locales. Je vous présente tout de suite mes invités. Stéphane Hadinger, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur de la technologie chez AWS France. À vos côtés, Tanguy Detro, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, président de Metron. Alors, on l'a fait hier, mais c'est toujours important. Il y a certainement de nouveaux téléspectateurs qui découvrent l'émission. Et AWS, c'est quoi le périmètre d'AWS? Oui, bien sûr. Donc AWS, c'est la branche cloud computing du groupe Amazon, qui est complètement séparée de la partie e-commerce que beaucoup connaissent, bien sûr. Et donc, nous proposons des services, plus de 200 services aujourd'hui aux clients dans le monde et en France. Nous sommes présents en France depuis 2011 et nous avons des data centers depuis 2017 pour les clients qui souhaitent que leurs données restent sur le territoire national. Ouais. Alors effectivement, quand on pense AWS, on pense data center, mais il y a beaucoup d'autres choses, c'est ça? Il y a beaucoup de services. Alors, il y a plus de 200 services qu'on a construits depuis plus de 16 ans, basés sur les retours de clients. Et une des grandes tendances et une des grandes missions que nous nous sommes données il y a quelques années, c'est autour des technologies de l'intelligence artificielle et en particulier de les rendre accessibles à n'importe quelle entreprise et à n'importe quel développeur pour permettre d'innover. Alors justement, l'innovation, on va beaucoup parler de machine learning et d'intelligence artificielle dans ce débat. Ça prend quelle part? Moi, quand j'entends innovation, je pense tout de suite budget de recherche et développement. C'est quoi? Quand on est dans une entreprise de technologie, c'est quoi? C'est une préoccupation permanente de toujours réinventer, surtout dans le secteur qu'est le vôtre? C'est une préoccupation permanente et c'est surtout, ça vient en complément de tout ce qui va être l'analyse des données. Oui. Parce que la première partie, c'est de capturer l'ensemble des données, de les concentrer à un endroit comme un data lake, ensuite de faire de l'analyse. Et finalement, l'intelligence artificielle, le machine learning en particulier, va souvent venir compléter en faisant de la prédiction. Et on trouve beaucoup d'exemples de maintenance prédictive. Je pense par exemple à Veolia qui l'utilise dans des usines de désalinisation d'eau au Moyen-Orient. Alors, ce sont en fait des systèmes de membranes extrêmement fines où ils mettent de l'eau à très, très forte pression. Ces membranes sont fragiles. Et donc, avec le machine learning, il permet de détecter des fragilités dans la membrane pour intervenir avant qu'il soit trop tard et avant que la membrane casse. Et évidemment, c'est beaucoup plus efficace de remplacer avant que ça ait cassé. En tout cas, pas de remplacer, mais en tout cas d'optimiser pour faire en sorte d'utiliser correctement la membrane avant qu'elle casse. Donc, avec des gains d'efficacité qui sont énormes et ça permet de démultiplier l'ensemble de ces technologies. Oui, donc ça, c'est un exemple d'innovation. Ce que je comprends, c'est que ces innovations, vous les construisez aussi beaucoup avec vos clients. Tout à fait, et aussi avec des partenaires. Donc déjà avec nos clients pour qu'eux-mêmes puissent construire ces modèles-là. Un autre exemple, c'est CMA-CGM, qui au sein de la coalition pour l'environnement utilise du machine learning pour optimiser les routes des bateaux et consommer moins de carburant. Nous travaillons aussi avec des partenaires, on va parler de Metron, mais je peux citer aussi par exemple Data Haiku, qui est un de nos partenaires qui était sur scène en début d'année pour présenter sa solution et qui propose des solutions clés en main. Là encore, l'idée est de démocratiser cette technologie et de la mettre dans les mains de l'ensemble des clients. Alors, il y a une thématique qui bruisse partout dans ce salon, c'est la thématique évidemment de l'énergie, du coût de l'énergie. Ça tombe bien, on est au cœur de ces débats avec vous, Tanguy Detro. C'est quoi Metron? Présentez-nous votre entreprise. Alors, Metron, c'est une magnifique société qui a été démarrée en 2013 par Vincent Siandra. Et qui a pour objectif de réduire l'impact écologique des entreprises et du secteur public et des collectivités et de toute une série d'acteurs qui consomment beaucoup d'énergie. Donc ça peut être un site industriel à la Arcelor, ça peut être une usine de chez Danone, ça peut être un aéroport, ça peut être des collectivités et on va peut-être un peu plus en parler aujourd'hui. Et notre mission, avec une équipe d'à peu près 180 collaborateurs, majoritairement basés à Paris, mais également dans d'autres pays européens, au Japon, en Corée, à Singapour, au Mexique, au Brésil. Donc on est une start-up, mais qui s'est déployée très très vite et très très loin, parce que notre objectif, c'est vraiment d'accompagner des grands groupes à l'international. Donc on est à la croisée des chemins entre l'optimisation énergétique, le big data et l'intelligence artificielle, dont on va avoir l'occasion de Alors d'en justement, si on rentre un peu, après vous allez nous expliquer comment vous travaillez ensemble et en quoi les solutions AWS vous permettent d'être plus efficaces. Mais déjà sur le principe de base, moi j'ai toujours cette curiosité du comment ça marche, comment ça marche la solution Metron. Alors étonnamment, c'est simple. Ah, très bien, je vais pouvoir comprendre alors. Exactement. Et l'objectif, c'est vraiment de partir du principe que si le big data pouvait être compliqué il y a quelques années, parce que récupérer de l'info, comme le disait Stéphane, c'était compliqué, il y a toute une série de démarches, et notamment en France, qui ont eu lieu, qui permettent de largement simplifier ce processus. Je vais prendre deux exemples. On parlait juste avant de Chorus Pro. Donc Chorus Pro, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet à toutes les collectivités de récupérer l'ensemble de leurs factures de l'ensemble des fournisseurs. Il y a 5 ans, si je devais récupérer les factures d'une collectivité, factures d'énergie par exemple,
il fallait les scanner, il fallait les faxer, il fallait les réencoder. C'était une gabegie en temps et en ressources. Aujourd'hui, en quelques clics, pour autant qu'on ait le mandat de la commune ou de la collectivité, on accède à l'ensemble de ces factures dématérialisées. Donc, en quelques instants, en quelques jours de configuration, on a accès à tout l'historique de toutes les données de facturation d'une collectivité. Et on travaille pour le CIGERLI, notamment dans la région lyonnaise. On a accès à des milliers de factures sur des milliers de points de mesure en quelques clics. Ça veut dire quoi? Pardon, c'est que le corollaire de ça, c'est qu'on a très rapidement énormément de données qui arrivent. C'était le premier exemple, les factures. Deuxième exemple, les données des compteurs. On a beaucoup parlé de Linky qui était largement déployé par Enedis ces dernières années. Aujourd'hui, de la même façon que pour les factures, on peut accéder aux données de consommation 10 minutes par 10 minutes, voire 5 minutes par 5 minutes pour l'ensemble des consommateurs en France. Et donc ça veut dire que pour une collectivité, mettre sous contrôle les factures et les consommations d'énergie de l'ensemble de son patrimoine, en quelques heures de travail, ça peut être réglé. Donc ça, c'est un progrès qui est phénoménal, qui est lié à la digitalisation de l'ensemble des processus. Et alors, vous êtes donc client d'AWS. En quoi les solutions d'AWS, ça vous permet d'être vous plus efficace? Alors, Stéphane vient de parler de l'intelligence artificielle. Donc, chez Metron, vous imaginez bien que comme on gère des milliers de sites dans des dizaines de pays, on a plus de 30 000 sites aujourd'hui sous gestion. Ces 30 000 sites qui génèrent chacun des dizaines de données, des centaines, des milliers de données toutes les 5 minutes, ça fait des volumes de données qui sont astronomiques. Détecter rapidement des anomalies, détecter des problèmes, détecter des dérives de consommation, ce sont des choses qu'on peut faire manuellement. Vous pouvez passer votre journée, vos nuits, vos week-ends à regarder les courbes et à vous dire tiens, celle-là, elle n'a pas l'air tout à fait normale. Ou vous pouvez mettre ça dans des algorithmes. Et les algorithmes, eux, vont screener en permanence l'ensemble de ces données, corréler ça à des données de température, à des données météo, à des données d'ensoleillement, à d'autres données, et donc identifier les anomalies. Et là, on parle de machine learning, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans ce contexte-là? C'est-à-dire que vos algorithmes, ils apprennent, et plus ils ont de data, plus ils progressent. Alors, moi, je suis un béotien, mais est-ce que je dis à peu près les bonnes choses? Oui, mais on est dans le big data, c'est-à-dire que pour l'instant, on rapatrie énormément d'informations. Et les premiers algorithmes qui permettent déjà de détecter beaucoup de choses sont des algorithmes relativement simples. Donc, c'est pas encore du machine learning, c'est simplement détecte ce qui est anormal. Ça, c'est la première étape. Le machine learning, c'est effectivement, et ça, c'est ce qu'on fait sur des gros process industriels, c'est qu'on va mettre en place notamment ce qu'on appelle des ontologies. Pour faire simple, c'est quoi les règles physiques thermodynamiques qui s'appliquent à ce processus-là? Pourquoi est-ce que la température d'un compresseur augmente alors que sa consommation d'énergie, elle, n'augmente pas? Il y a peut-être une panne qui va arriver, il y a peut-être un problème de maintenance qu'on peut détecter. Et à l'inverse, on va pouvoir détecter des optimums en fonctionnement énergétique en disant ce compresseur, pour produire autant d'air à telle pression, ne devrait pas consommer autant d'énergie. Et ça, c'est toute la beauté, entre guillemets, dans le monde industriel aujourd'hui avec le big data, c'est qu'on est capable de détecter des anomalies de fonctionnement que l'être humain n'est pas capable de détecter. Stéphane Haidinger, pourquoi l'exemple Metron est un bon exemple de ce que AWS peut apporter à une entreprise de la tech? C'est un excellent exemple, puisque justement ça montre qu'on est à la complémentarité entre l'algorithme qui a été créé par une personne, basé sur de l'expertise ou des règles simples, et finalement aller progressivement vers des détections de signaux faibles ou des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Et donc, parce que le machine learning, il y a bien sûr un prérequis qui est important. Et comme vous le disiez, c'est que plus on a de données, plus ça permet d'être précis. Par contre, ça veut dire que ces données ont été, comme on dit, ont été taguées. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un ou des experts ou quelque chose qui puisse dire là, il y a une fuite, là, il n'y a pas de fuite, ou là, c'est un comportement normal, là, c'est pas un comportement normal. Donc, il y a tout cet apprentissage qui nécessite typiquement des milliers ou plus de mesures avant de pouvoir commencer de manière itérative à faire ces algorithmes. Et c'est là où le cloud est extrêmement intéressant, c'est sur cet itératif. C'est-à-dire que, en général, au démarrage d'un projet, vous ne savez pas par avance quelle quantité de données vous allez avoir, vous ne savez pas par avance quels algorithmes vont fonctionner. Et donc, c'est de permettre en quelques heures, en quelques jours, de pouvoir faire ces multiples dizaines ou centaines d'itérations jusqu'à trouver finalement la bonne recette qui, dans un cas précis, donne des bons résultats. On avait fait ça par exemple avec ST Micro, donc ils sont à Grenoble, ils font des puces. Et ils ont fait de la détection c'est des wafers, donc c'est des galettes de silicium. Et ils ont mis finalement 3 mois à affiner le modèle pour avoir un modèle qui puisse détecter visuellement si une galette a un défaut ou n'a pas de défaut. Et donc libérer du temps des experts qui faisaient ça manuellement auparavant pour pouvoir les affecter leur confier des tâches un petit peu plus à valeur ajoutée.
Mais 3 mois, ça peut paraître long, mais en réalité, c'est extrêmement court sur ce genre de projet. Ouais. Je disais, on est au cœur du Salon des maires et des enjeux d'impact environnemental, de consommation d'énergie. Évidemment, depuis bientôt 9 mois, la guerre en Ukraine, ça a été un accélérateur. Est-ce que ça peut être aussi un accélérateur de changement de comportement en la matière? Parce que il faut aussi essayer de positiver, se dire qu'une crise provoque une mutation et peut-être un progrès. Est-ce que vous le sentez, ça? C'est-à-dire beaucoup de demandes justement sur tous ces enjeux énergétiques. Oui, énormément de demandes, énormément de. Et ce qui est très bien, une excellente nouvelle, c'est beaucoup de questions sur le développement durable. Et un objectif aujourd'hui qui est monté dans quasiment tous les comités de direction et les comités exécutifs. Alors déjà, la première très bonne nouvelle, c'est que le cloud permet de réduire de manière extrêmement importante les consommations électriques. Nous avons fait une étude avec 451 Research qui montre que passer d'un data center classique en France au cloud AWS permet déjà de diviser par 5 la consommation électrique. Énorme. Et en plus, le mix énergétique, aujourd'hui, on est à plus de 85% en énergie renouvelable, avec un objectif d'être à 100% d'ici 2025. Il y a une bonne image, c'est l'image du covoiturage, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tout seul dans sa voiture, on est 4 ou 5, quoi. Oui, alors les images, ça, c'est toujours compliqué, mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, un data center chez un client, les taux d'utilisation des serveurs dépassent jamais les 20%. Les 20%, c'est déjà les premiers de la classe. Ceux qui les font beaucoup tourner, oui. Oui, donc ça veut dire que 80% de l'énergie que vous envoyez sur les serveurs, dans les data centers, ne sert à rien, ce qui est vraiment dommage. On continue à investir pour réduire encore ces consommations électriques. Mais donc ça, c'est le premier aspect de réduction juste sur la partie informatique. Mais il y a après, bien sûr, tous les effets de pouvoir itérer. Je prends l'exemple de la ville de Drancy, qui a mis en place des capteurs dans les salles de classe. Ouais. Alors il y avait 2 objectifs. Le premier, c'était de mesurer le CO2, dans l'idée de savoir quand est-ce qu'il faut aérer la classe par rapport au Covid. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ces capteurs, il y a aussi des capteurs de température. Donc ça a permis au service de la mairie de mesurer très finement les températures et donc d'ajuster le chauffage. Et ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, ils ont économisé plus de 2000 € par école, par mois. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'exemple, c'est qu'on est dans ce cercle vertueux qui est que d'améliorer le développement durable finalement et son empreinte énergétique permet aussi de réduire les coûts. Et donc finalement, c'est un incitatif extrêmement fort. Tanguy Detraux, vous avez évoqué plusieurs exemples déjà, mais si on fait un zoom encore un peu plus sur ces questions et ces enjeux de réduction de la consommation et donc de la facture énergétique, comment vous fonctionnez? Vous croisez, j'ai lu ça en préparant l'émission, vous croisez ces données avec celles des marchés, c'est-à-dire que vous aidez quoi? Vous aidez vos clients à acheter l'énergie au meilleur prix? J'ai pas très bien compris, expliquez-moi comment ça marche. C'est plus subtil que ça, mais vous avez partiellement raison. Donc, aujourd'hui, consommer de l'énergie, donc pour faire très simple, on parle de mégawattheures partout dans la presse. Un mégawattheure, c'est 100 litres d'essence. Pour faire très simple, d'accord? Avec ça, vous faites tourner une voiture pendant quelques jours, vous faites tourner un supermarché pendant une journée, vous faites tourner un TGV pendant quelques minutes, vous faites tourner un Rafale avec la post-combustion allumée pendant 20 secondes. D'accord? Ça, c'est un mégawattheure. Un mégawattheure, aujourd'hui, l'Europe dit on a plafonné le prix du mégawattheure de gaz à 275 €. Bonne nouvelle, oui, sauf que c'est 10 fois plus qu'il y a un an. Donc toutes les collectivités, votre facture d'énergie, grosso modo, elle va faire entre x5 et x10. Bon, là, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous aider à... Et ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'il y a des moments où les marchés de l'énergie ont des prix négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du vent, qu'il y a du soleil, qu'il y a un excédent d'énergie sur les marchés. Et à ce moment-là, on vous paye pour consommer. Mais ça, on ne le dit pas aux gens. Même en ce moment? Même en ce moment, bien sûr. D'accord. Donc il suffit qu'il y ait des conditions externes. Et puis, il y a un autre problème qui est au-delà du coût, le contenu CO2. La même énergie, selon le moment auquel vous allez la consommer, n'aura pas le même contenu CO2. Et donc, nous, ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces outils, c'est qu'on va agréger l'ensemble des consommations, des prix de marché, des températures, des données météo, du contenu CO2, pour trouver l'optimum de fonctionnement. Et au sein d'une collectivité, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'effectivement, on va réduire la facture, on va réduire l'impact environnemental, on va faciliter le reporting, on va identifier les bâtiments dans lesquels il y a des actions à prendre. Et pour les maires, pour les responsables des collectivités, ça peut se faire aussi bien pour leurs bâtiments propres que pour les bâtiments des collectivités, je pense notamment à l'aéroport de Lyon ou celui de Toulouse qui utilisent nos solutions, voire proposer ce genre de solutions au secteur industriel. Et là, par rapport au projet dont on parlait, on est fiers d'annoncer, notamment avec AWS, Dalkia et la BNP, on lance aujourd'hui même un énorme projet pour décarboner 100 sites industriels en Europe de façon accélérée. Donc pas les 50 plus gros qui ont été voir le président Macron il y a quelques semaines. Ceux-là, l'État s'en occupe. Nous, on veut s'occuper des autres.
Et on démarre aujourd'hui même un gros lancement médiatique sur une grosse campagne d'aide à la décarbonation des sites industriels. Voilà une annonce dans ce Smart Impact. Merci. Ce qui est intéressant, et on va terminer là-dessus, il nous reste à peu près une minute, Stéphane Adlinger, c'est qu'on a là un exemple de jeune entreprise, mais qui est en croissance rapide. C'est aussi ça le boulot d'AWS, c'est d'accompagner la croissance des entreprises. Exactement, c'est d'accompagner la croissance des startups, des entreprises. Quand on avait compté les licornes françaises, on est très heureux et très fiers de pouvoir aider plus de 70% des licornes françaises, justement à être agiles, à innover et aussi à se déployer à l'international. Et puis peut-être dernière chose aussi, on a parlé beaucoup de développement durable, mais c'est aussi la sécurité, la cybersécurité, qui est aussi un enjeu pour les collectivités bien sûr, mais pour l'ensemble des entreprises, où là aussi les usages du cloud permettent de faire un très grand bond en avant par rapport à la résilience au sens large et par rapport à la cybersécurité aussi. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et à ce Smart Impact depuis le Salon des maires et des collectivités locales. Je vous donne rendez-vous demain au même endroit pour une nouvelle émission consacrée au développement durable et aux collectivités. Salut.